Aujourd'hui, on file à Kazan, sur les bords de la Volga, où la présence du secrétaire général de l'ONU au sommet des BRICS fait polémique. Pour certains, elle légitime l'action de Vladimir Poutine. L'ONU, régulièrement, sous le feu des critiques concernant son incapacité à régler les problèmes du monde, que ce soit face à l'invasion russe en Ukraine ou dans le conflit au Proche-Orient. Alors l'ONU, qui fêtera ses 80 ans l'année prochaine, sert-elle encore à quelque chose? On en parle ce soir avec Joséphine Staron. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors vous êtes directrice des études et des relations internationales du think tank Sinopia. Donc Antonio Guterres est aujourd'hui à Kazan. Il s'est exprimé en visio d'ailleurs au sommet sur le Liban à Paris, donc c'est tout un symbole. Mais l'ONU, on va le dire, par rapport à ce qui se passe actuellement, a-t-elle perdu de son influence? Alors de son influence dans le règlement des conflits, oui, très certainement. Après, il faut voir l'ONU dans son ensemble. L'ONU est d'abord et avant tout créée comme un espace de dialogue, un espace de rencontre entre les dirigeants, les 193 dirigeants États membres des Nations Unies. Et de fait, elle est encore aujourd'hui cet espace de dialogue. On le voit tous les jours à l'Assemblée générale des Nations Unies avec des débats vifs. Mais c'est certain qu'avec son fonctionnement, sa gouvernance actuelle, un Conseil de sécurité composé de 5 États membres, dont certains sont aujourd'hui des belligérants dans un certain nombre de conflits et qui ont un droit de veto, eh bien, on a un système qui est bloqué dans le règlement d'un certain nombre de conflits. Vous parlez notamment du droit de veto du Conseil de sécurité, dont sont membres notamment la Russie et la Chine, qui sont ensemble donc, au sommet des BRICS. On a l'impression que plus rien ne peut se faire, que la situation est bloquée, par exemple sur l'Ukraine. Alors sur l'Ukraine, oui, forcément, lorsque vous avez un des belligérants qui met son veto sur une résolution, vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin. Sur la situation Israël-Liban, c'est pareil. À partir du moment où les États-Unis vont mettre leur veto, on sera dans cette même situation de blocage. Donc aujourd'hui, il y a des discussions pour essayer d'avoir une réforme des Nations Unies, une réforme du Conseil de sécurité. On en est encore très loin. On a l'impression qu'on a envie de la réformer depuis sa création, en fait, presque l'ONU. L'ONU, elle a jamais satisfait véritablement même ses propres créateurs. Simplement, force est de constater qu'elle a quand même eu des réussites et des grandes réussites. Aujourd'hui, c'est facile de voir là où l'ONU échoue. On a les quelques zones de conflit où c'est flagrant. Mais est-ce qu'on pourrait faire le décompte de tous les conflits potentiellement évités par l'action des Nations Unies, par la présence de casques bleus pendant une certaine période? Donc, il ne faut pas forcément jeter le bébé avec l'eau du bain quand on parle de l'ONU. Il y a des réussites et surtout, ça reste un cénacle propice au dialogue entre les États. Et pourtant, c'est vrai que sur le site des Nations Unies, j'ai pu lire donc cette devise « paix, dignité et égalité sur une planète saine ». On se dit que alors là, rien n'est réussi véritablement entre la paix, la dignité, bon, peut-être l'égalité et la planète saine. On se dit que c'est un peu compliqué l'ONU, que là, c'est-à-dire que plus ça va, moins on a l'impression qu'il y a une influence. Antonio Guterres est quand même le seul à avoir reçu des missiles de la part de Vladimir Poutine lors de sa visite à Kiev. Ça veut dire qu'en plus, le respect envers cette institution n'y est plus? Alors, le respect, en tout cas, du secrétaire général des Nations Unies pose question. Et aujourd'hui encore, on voit que sa décision interroge un certain nombre de pays. Est-ce que l'ONU a encore une crédibilité ? Oui et non. Oui et non. Oui, parce que lorsque le secrétaire général des Nations Unies se déplace à Kazan aujourd'hui, eh bien finalement c'est le monde entier quand même qui regarde, c'est le monde entier qui commente et son déplacement aura des conséquences. Il aura des conséquences pas forcément bénéfiques pour l'ONU d'ailleurs, mais il aura des conséquences pour l'ordre du monde. Lorsque vous avez le secrétaire général des Nations Unies qui se déplace pour rencontrer un président qui est sous mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, qui est une agence onusienne, effectivement, qu'est-ce que ça dit du respect de l'institution elle-même par celui qui en est le garant? Un mot, justement, l'année prochaine, c'est 80 ans de l'ONU. Qu'est-ce qu'on retient finalement de cette institution? C'est ce que vous disiez au départ, c'est un cénacle de discussion et c'est pour ça que c'est important, parce que c'est le seul endroit sur Terre où tout le monde peut se parler? C'est le seul endroit. Et alors, vous disiez une planète plus saine, on en est très loin. Égalité, dignité, on en est très loin. Oui, mais quand même, les objectifs de développement durable ont été définis par l'ONU. Oui, on est loin de les avoir implémentés en Europe, aux États-Unis, dans le monde entier. Néanmoins, les objectifs fixés, que ce soit des objectifs de paix, que ce soit des objectifs de développement durable, eh bien, ces objectifs-là, il n'y a qu'un cénacle où on les entend, c'est l'ONU. Merci beaucoup pour votre optimisme. En tout cas, Joséphine Staron, merci d'être passée par le 19-21.